Parfait. Donc, bonsoir tout le monde. Merci à tous d'être présents et parmi nous ce soir. C'est vraiment apprécié. Le déroulement de la soirée, ça va être bien simple. On va présenter un peu notre organisme et les panélistes de ce soir. Ensuite, je vais poser certaines questions à nos trois panélistes et il y aura un temps aussi de questions par la suite pour vous, les participants, pour que vous puissiez poser vos propres questions à la fin. S'il y en a qui vous viennent aussi à la tête pendant le déroulement de la soirée, vous pouvez l'inscrire dans le chat en bas directement, inscrire votre question, puis on pourra y répondre à la fin sans problème. Donc, ça ressemble à ça côté le déroulement de la soirée. Vous pourrez aussi poser vos questions directement à la fin avec la vidéo, puis en levant la main avec le petit onglet réaction dans le bas. Donc, soit que vous la posez sur le chat ou directement à nous quand on va être rendu là. Donc, ça ressemble pas mal à ça. On commencerait avec Marie-Michel, la coordonnatrice d'Action Transition, qui pourrait introduire notre organisme. Oui, merci Dariane. Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être là ce soir. Merci à nos panélistes. Merci à Dariane d'avoir organisé tout ça, cette belle soirée ce soir. Donc, en fait, c'est ça. On est l'organisme Action Transition qui est né d'un comité citoyen à la base à Stoneham-et-Tewkesbury, donc juste un peu au nord là, de la ville de Québec. Donc, c'est des citoyennes qui se sont organisées au départ en disant, bon, ben, ça prendrait un organisme en environnement. Pour le secteur, oui, de Stoneham et Tewkesbury, mais aussi au niveau plus de la MRC de la Jacques-Cartier, les quartiers nord de la ville de Québec. Donc, c'est vraiment le secteur qu'on vise. À terme, jusqu'à maintenant, ça a plus été au niveau de Stoneham et Tewkesbury, mais tranquillement, on veut étendre là, tranquillement les activités. Donc, il y a eu différentes activités jusqu'à maintenant, là, autant en termes de mobilité, de plus au niveau des sentiers, sentier de la boucle de la station, pour ceux qui connaissent, sentier du Mont-Wright également. Puis là, ben dernièrement, en fait, en fait, c'est Dariane qui a proposé là, d'avoir des activités plus liées aux oiseaux, fait que je peux lui laisser là, parler un peu plus de ça un peu plus tard. Mais d'où, en fait, là, l'idée de ce soir d'avoir un panel portant sur les oiseaux. Donc, c'est une courte introduction de l'organisme Action Transition. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à visiter notre site web actiontransition.ca puis à suivre les différentes activités. Là, il y en a tout au long de l'année sur différentes thématiques. Génial, merci beaucoup, Marie-Michel. Je vais présenter maintenant nos trois panélistes qui sont experts du monde aviaire et de nos milieux naturels, qui vont pouvoir répondre à nos questions ce soir. Donc, tout d'abord, nous avons avec nous M. Jean-Philippe Gagnon, je l'ai connu en fait grâce au balado Migration d'oiseaux en collaboration avec Espace pour la vie. Vous êtes agent de recherche à la division des collections vivantes au Biodôme de Montréal. J'aimerais que vous introduisiez, parler de nous un peu, parler de vous, pas de nous, de votre travail et aussi de votre amour pour les oiseaux. Ben, bonjour, merci de l'invitation. Je suis vraiment content d'être là ce soir parce que on parle d'oiseaux, fait que quand on parle d'oiseaux, je suis disponible. Petite histoire, en fait, je suis biologiste de formation, mais rapidement après mes études, j'ai tombé dans le milieu zoologique. Ça fait plus de 30 ans que je suis dans le milieu zoologique, dont plus de 25 au biodôme comme tel. J'ai touché à beaucoup de choses dans ma carrière, mais maintenant, je suis agent de recherche. Donc, je fais principalement de la validation scientifique. Je suis comme un peu entre deux départements pour faire le lien entre disons, toutes les productions qu'on fait au biodôme. Je suis très près du terrain, donc des gens qui s'occupent des soins aux animaux. Et en même temps, je suis associé au département de l'éducation et de programmation. Donc, toutes les productions qui sont faites, soit des animations, des expositions, je fais la validation scientifique de ça. Ça, c'est durant le jour. Parce que quand j'ai des temps libres, je suis un crackpot d'oiseaux et je voyage beaucoup. En fait, j'ai eu la chance là, dans les dernières années ou les 10, 12 dernières années de parcourir le monde à la recherche de beaux oiseaux. En fait, le trip, c'est toujours d'aller à quelque part où il y a des oiseaux qu'on n'a pas vus, puis les rajouter sur la liste. Fait que j'en ai observé beaucoup.
visité pas loin de peut-être 22, 23 pays. Fait que ma liste est longue, puis je tripe au bout. Et juste avant la COVID, ben, j'ai acheté un terrain dans les Laurentides. Fait que Stonehab, Saint-Sauveur, même combat. On, on est en fait, moi, je suis un peu en milieu forestier principalement, près d'un petit ruisseau qui est une zone humide de protection. Donc, ben, je nourris les oiseaux, j'ai des nichoirs, puis j'apprécie la nature comme probablement toutes vous autres. Voilà, merci. Super, très intéressant. Merci beaucoup. On a aussi parmi nous Gaétan Lord, qui est membre du conseil d'administration pour le Club des ornithologues de Québec, le COQ. Monsieur Gaétan, pouvez-vous nous parler de votre expérience auprès du COQ dans la région et votre amour aussi pour les oiseaux, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Moi, je suis un joyeux retraité. Alors, j'ai le temps de faire des oiseaux. Moi, je suis géographe de formation et puis je fais de l'ornithologie depuis environ une trentaine d'années. Et puis, je suis un passionné d'ornithologie et comme je suis à la retraite, eh bien, j'en fais presque tous les jours. Alors moi, ce que j'aime dans l'ornithologie, c'est que, bon, je vais l'avouer, je suis pas mal un cocheux. Alors, je coche les oiseaux que je vois et je fais des listes journalières, des listes annuelles, des listes par site, par pays, par province, par MRC aussi. Alors, j'aime ça faire des listes. Alors, c'est comme une collection d'une certaine façon. Et puis, j'aime voir le plus d'oiseaux possible dans une journée. Et je connais à peu près tous les sites de la région de Québec, le Marais du Nord, je connais Stoneham, je connais un petit peu, ben, je connais aussi le sud du Québec, parce que j'aime aussi aller voir des oiseaux exotiques du sud du Québec. Alors, c'est ça, que, grosso modo, j'ai travaillé pas nécessairement dans les oiseaux dans ma carrière, j'étais surtout en foresterie, urbanisme, mais je suis un peu un touche-à-tout. Et puis, les oiseaux, c'est un petit peu ma passion de retraite, si on veut. Voilà. Merci beaucoup, très contente de vous avoir parmi nous. Et finalement, on a Maxime Excuse-moi, je ne sais pas si je prononce bien ton nom de famille. Capcom Huot, ouais. OK. Merci. Euh, Tu es biologiste et chargé de projet chez Québec Oiseaux. J'aimerais aussi que tu nous fasses une petite introduction et que tu nous parles de ton amour pour les oiseaux aussi. Ouais, ouais, absolument. Ben, je suis aussi très content d'être ici ce soir, puis de partager ma place avec Jean-Philippe Gaétan. Ça va être vraiment le fun d'échanger avec vous ce soir. Moi, ça fait pas mal moins longtemps que je suis dans le monde ornithologique ou de l'avifaune, mais ouais, je suis biologiste de formation. Je travaille pour Québec Oiseaux depuis à peu près un an. Euh, je suis dans l'équipe de conservation. Fait que moi, je suis chargé d'un projet, là, je suis responsable d'un projet sur l'hirondelle de rivage ou la protection de l'habitat naturel de nidification de l'hirondelle de rivage. Euh, Puis sinon, je suis aussi coordonnateur d'eBird Québec, donc de la plateforme là, où les observateurs peuvent aller consigner euh, les observations d'oiseaux qu'ils font. Ils peuvent aller cocher finalement comme Gaëtan fait à tous les jours en se déplaçant, puis Jean-Philippe à travers le monde. Fait que c'est pas mal ça. Parfait, ben, un grand merci. Je pense que la plateforme eBird est quand même beaucoup utilisée, là. Même, je l'ai utilisée pour mes recherches là, aussi, pour nos projets. Merci à vous trois. Sans plus tarder, on va commencer avec les questions. D'abord, la première irait à Jean-Philippe. Lors de mes recherches sur les hirondelles bicolores, ah oui, parce que, entre parenthèses, Action Transition, on veut faire un projet, on fait plusieurs initiatives pour les oiseaux, comme Marie-Michel nous a dit, et le 7 mars prochain, on fait une activité d'assemblage de nichoirs pour les hirondelles bicolores. Ça fait partie de nos initiatives pour favoriser cette espèce qui a un petit peu de difficulté. Euh, donc, dans mes recherches pour procéder aux hirondelles, pour les aider, euh, j'ai appris que les hirondelles bicolores avaient une grande aide pour diminuer la quantité d'insectes chez nous, chez les gens, puisque
lors de la période de nidification, ils peuvent manger des centaines d'insectes par jour. Et ça m'a intéressée, puis je me suis demandé quels autres exemples d'interaction ou de services écosystémiques les oiseaux pouvaient nous rendre service. Donc, Jean-Philippe, j'aimerais que tu nous aides avec cette question. Bon, en fait, merci d'avoir envoyé la question à l'avance. J'ai pu y réfléchir. Vous m'excuserez, j'ai une toux qui veut pas s'en aller. Ma réponse à ça, c'est il y a 20 ans, là, 25 ans, on me posait la question, à quoi ça sert cet animal-là? Puis aujourd'hui, la phrase s'est transformée en une jolie phrase qui est comme tu viens de dire, Dariane, c'est quel est le service écosystémique de cette espèce-là? Puis la réponse est la même. En fait, on cherche on cherche à dire précisément à quoi sert une espèce, mais dans le fond, ça fait partie d'un tout. Alors oui, les hirondelles bicolores vont manger des insectes, mais je serais très surpris d'avoir suffisamment d'hirondelles bicolores autour de chez moi que je verrais la quantité d'insectes diminuer. La raison là-dedans, c'est qu'à un moment donné, ça va être difficile pour l'hirondelle de trouver des insectes suffisamment pour nourrir la population parce que c'est un équilibre, tout ça. Donc, ça ne prend pas juste une hirondelle, mais ça prend plein d'autres espèces qui vont faire une communauté, un tout, une espèce d'ensemble qui va bien réagir, puis qui va être aussi flexible par rapport à tout ce qui peut arriver dans l'environnement. Et Dieu sait qu'il en arrive des choses. Donc, c'est sûr qu'on peut mentionner certains services écologiques, comme la pollinisation, par exemple. Il y a plusieurs oiseaux qui vont juste aller de fleur en fleur pour consommer le nectar puis participer à la pollinisation. On peut penser à la dispersion des graines aussi. Puis quand on parle de dispersion des graines, on a souvent tendance à s'imaginer une petite graine, là, un peu comme une graine de pissenlit, mais les oiseaux vont manger principalement des fruits. Par exemple, le fruit d'une cerise, mais la graine de la cerise va être transportée par l'oiseau dans son système digestif et elle va être rejetée un peu plus loin. Donc, cet apport-là dans la dispersion de tous les petits fruits, toutes les graines de petits fruits est vraiment important. Donc, à chaque année, à chaque été, les oiseaux contribuent à polliniser les fleurs, contribuent à disperser les graines, à contrôler, un peu comme on disait tout à l'heure par rapport aux insectes, à contrôler les quantités d'insectes volants qu'il pourrait y avoir. Mais pas seulement ça, il y a aussi les insectes aquatiques qui vont être mangés par plusieurs canards, les barboteurs, entre autres, qui vont aller manger les invertébrés dans le fond de l'eau. Euh, donc, il y a une foule de services comme ça qu'on pourrait mentionner. Mais encore une fois, le plus important, selon moi, c'est que tout est à l'équilibre. Tout va se jouer ensemble. Il va y avoir des moments où il y aura des pics, des moments où il y aura des pics d'abondance qui vont être utilisés. Euh, mais en même temps, ce n'est pas toujours l'insecte qu'on souhaiterait qu'il se fasse manger qui va être mangé. Puis probablement que vous avez une belle saison de maringouins dans votre secteur. Puis malgré toutes les nichoirs que vous pourrez mettre, il y aura encore cette année une belle saison de maringouins, je vous l'assure. Donc, ce serait un petit peu ça que j'aurais à dire. La faune en général va nous apporter plusieurs services. Euh, et en même temps, c'est un équilibre qui se joue et cet équilibre-là est assez fragile. Quand on se met à perturber l'environnement, ben, on va se rendre compte, par exemple, c'est très populaire ces temps-ci, on parle des insectes pollinisateurs où il manque de nourriture pour les insectes, littéralement. Donc, dans les conseils que je vais vous donner, ça va être de planter des arbres à fruits, des arbres à fleurs. Ben, c'est un peu ça que j'aurais à raconter comme service écosystémique. Mais merci beaucoup. Ça nous indique beaucoup d'informations. Puis c'est vrai que l'équilibre peut être des pratiques de jardinage éco-responsables aussi. Justement, ça peut être Oui, aussi absolument. des bons trucs, là. Donc, Absolument, ben, absolument.
Merci beaucoup. Pour la deuxième question, ça serait à Monsieur Guétan. Certains résidents de la région de Stoneham nous ont fait part qu'ils avaient l'impression de voir moins d'oiseaux dans le temps des personnes qui ont habité là pendant une trentaine d'années, qui ont dit on en voit moins en quantité et en diversité d'espèces. Donc, je me demandais de votre côté, avec toutes vos sorties terrain que vous avez faites, est-ce que vous avez remarqué une diminution, soit chez certaines espèces en particulier, ou en nombre général, ou encore au niveau des comportements peut-être qui a changé au cours des dernières années? Oui, bon, ben, c'est une question quand même assez vaste. Moi, je vais vous parler de mon expérience terrain, surtout. Et puis, moi, ce que je constate, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs espèces que je crois qui sont en déclin. Puis, j'ai vérifié dans l'Atlas des oiseaux nicheurs du Québec. Et puis, souvent, ça se confirme, mais des fois, j'ai une perception du terrain qui n'est pas tout à fait la même que ce que les chiffres montrent des fois. Mais ce que je peux dire, c'est que, par exemple, les oiseaux champêtres, bon, ça, c'est assez prouvé. Ici, ils sont en déclin, en tout cas pour certaines espèces. Moi, je parle surtout d'oiseaux champêtres que j'aime bien, comme la maubèche des champs, de la surnelle des prés. C'est indéniable qu'il y en a moins dans la région de Québec. Dans le Midwest américain ou dans le Nord-Est américain, je ne sais pas, je pense que c'est moins grave, mais dans les secteurs un peu en périphérie des aires de distribution, comme au Québec, où on est pas mal à la limite nord de distribution de la maubèche des champs, de la citurnelle et d'autres oiseaux champêtres, ben là, moi, j'ai constaté sur le terrain que c'est plus difficile à trouver. Il y a une trentaine d'années, la maubèche des champs autour de Québec, j'avais pas trop de misère à la trouver au printemps. Maintenant, là, il faut que j'attende au mois de juillet. Et des fois, j'ai beaucoup de difficultés à la trouver. Puis il faut des fois faire 30, 40, 50 kilomètres pour trouver une maubèche des champs à la Durantais ou sur la rive sud, dans le Binière. Puis déjà, il y a beaucoup d'endroits où j'en voyais, où elle n'est plus. Même chose pour la Tournelle des Prés. Son statut dans la région de Québec, à mon avis, se dégrade un petit peu. Et puis pour le Bureau des prix aussi, le Bureau des prix, on en voyait. C'est sûr que mon oreille était peut-être un petit peu moins fine qu'avant, mais le Bureau des prix est quand même assez difficile à entendre de loin. Mais à mon avis, il y en a moins qu'avant. Euh, c'est les causes du déclin. Bon, évidemment, les changements dans les pratiques agricoles sont sans doute en cause. Et puis aussi les changements climatiques, puis aussi d'autres facteurs. Euh, D'un autre côté, c'est aussi les licoles que j'aime beaucoup, les oiseaux de rivage. Et bien, dans ce cas-là, moi, j'ai l'impression que les couloirs de migration ont quelque peu changé. Il y avait plus de grand nombre il y a 10, 15, 20 ans qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a autant d'espèces. Si on fait une bonne sortie d'oiseaux de rivage à Saint-Vallier ou à Montmagny, on peut avoir autant d'espèces qu'avant, mais en moins grand nombre. Comme les grandes concentrations de bécassous semi-palmés, des fois, on pouvait en avoir 2, 3 000, 4 000 à Montmagny. Aujourd'hui, c'est pas mal plus rare. Euh, Ceci dit, ben, il y a des oiseaux en déclin, oui. Il y a aussi ce que j'observe, des oiseaux qui sont en augmentation, comme le pigargue à tête blanche, certains rapaces, pigargue à tête blanche, épervier de Cooper, faucon pèlerin. Puis évidemment, l'interdiction du DDT est probablement en cause ici, sûrement contribue à sauvegarder ces oiseaux-là. Mais il y a des pesticides, entre autres, là, qui étaient très dommageables dans le temps, qui fragilisaient les œufs. Et quand l'oiseau couvait, ben, l'œuf cassait, puis là, il pouvait être raté. Mais maintenant, le pigard à tête blanche, là, il y a peut-être une trentaine d'années, quand on en voyait un, ça faisait presque un événement dans le club. Maintenant, si on peut en voir 10 dans une sortie entre Cap-Rouge et Saint-Augustin, alors c'est un oiseau qui a repris du poil de la bête, c'est quoi le dire. Puis même chose pour le faucon pèlerin. Donc, dans le fond, c'est ni noir ni blanc. Il y a des espèces qui ont augmenté, des espèces qui ont diminué, en tout cas ce que je constate sur le terrain. Mais beaucoup d'espèces sont restées relativement stables, comme les oiseaux de mangeoire, à mon avis, sont assez stables. Mésange à tête noire, c'était la potine blanche, les pics. S'il y a des variations aux mangeoires, souvent ça peut être d'autres facteurs.
comme la prédation par les chats ou un rapace qui est pas loin et qui fait peur aux oiseaux, ou la nourriture en nature qui est plus abondante, donc on a moins besoin d'aller au mangeoir. Alors, mais ça, c'est une question plus complexe et des fois, c'est des variations qui sont difficiles à expliquer. Alors voilà, c'est un peu ça que je peux dire. Mais merci beaucoup, c'est très intéressant. Puis ça fait un peu le parallèle à ma prochaine question. Ma prochaine question, c'était pour Maxime et je me demandais si dans le fond, on pouvait avoir un petit peu un état de la situation des oiseaux. Je me demandais si justement c'est un déclin généralisé ou un peu comme Gaétan avait dit, ça dépend vraiment des espèces. Puis il y en a que ça va mieux, qui peut-être qui prennent bénéfice sur certains aussi comme ça. Donc je me demandais s'il y avait des catégories plus à risque ou c'était vraiment généralisé. Ouais. Euh, je vais essayer de pas trop répéter ce que Gaëtan a mentionné, mais ce que je peux vous dire par contre, c'est que le dernier rapport là, sur l'état des populations d'oiseaux dans le monde, puis qui date de juste 2022, là, il dresse un portrait que je dirais qui est plutôt inquiétant. C'est presque la moitié des espèces d'oiseaux en fait qui sont en déclin, puis un oiseau sur huit dans le monde là, qui est menacé d'extinction. Un article qui a été publié il y a quelques années dans Science, que vous avez peut-être vu passer, là, mentionnait que depuis 1970, ben, la population d'oiseaux du Canada et des États-Unis a chuté de 29%. Puis ce qui mettait en gros, là, c'est que ça correspond à une diminution de 3 milliards d'oiseaux. Fait en gros, la situation va pas, va pas très bien pour les oiseaux en général, là. Au Canada, il y a eu un rapport sur l'état des populations des oiseaux en 2019. Ça a été produit par l'initiative là, de conservation des oiseaux de l'Amérique du Nord. Puis dans le rapport, justement, là, on constate que certains groupes d'oiseaux se portent mieux que d'autres. Euh, Comme Gaëtan l'a mentionné, là, par exemple, après avoir été au bord de l'extinction là, au 20e siècle, il y a beaucoup d'espèces de sauvagines puis d'oiseaux de proie qui sont maintenant en voie de rétablissement. Les oies ont augmenté là, de 360% depuis les années 70. Ils tirent profit là, vraiment de l'augmentation des quantités de grains qui sont perdus dans les zones agricoles. Euh, les canards puis les oiseaux des milieux humides, ils ont profité là, des investissements massifs là, qui se sont faits en conservation, mais aussi dans l'intendance coopérative là, des milieux humides. Puis, comme Gaëtan le mentionnait, ben, les oiseaux de proie, comme le pigargue à tête blanche puis le faucon pèlerin, ben, ils se sont vraiment rétablis là, depuis que le DDT a été interdit au Canada puis aux États-Unis dans les années 70. Toujours dans le rapport sur l'état des populations des oiseaux au Canada, on constate quand même qu'il y a eu peu de changements par rapport à certains autres groupes d'oiseaux, comme les oiseaux des milieux humides, les oiseaux marins, puis les oiseaux forestiers. C'est des groupes, par contre, qui sont plus complexes à étudier un peu, puis parce que, entre autres, ils regroupent des espèces qui sont en hausse, puis d'autres espèces qui sont plutôt en baisse, là. Euh, Sinon, ben, il y a des mesures vraiment de conservation urgentes qui sont nécessaires pour les oiseaux de rivage. Encore une fois, comme Gaëtan le mentionnait, ils ont perdu 40% de leurs effectifs au Canada. Pour les oiseaux de prairie, on parle plutôt d'une diminution de 57%. Puis ceux qui sont le plus touchés, c'est les insectivores aériens, qui, eux, c'est une chute la plus drastique, là, c'est 59%. On remarque aussi que parmi les groupes, ben, il y a des différences. Chez les oiseaux de rivage, c'est ceux qui migrent sur les plus longues distances qui ont connu une diminution là, la plus marquée, entre autres à cause de l'aménagement des côtes puis d'autres perturbations d'origine humaine, euh, ce qui entraîne là, des pertes de zones vitales pour les oiseaux, un peu comme Gaëtan disait tantôt, encore une fois. Sinon, chez les oiseaux de prairie, c'est ceux qui dépendent exclusivement là, des prairies indigènes pour leur reproduction puis leur hivernage, qui ont connu la plus grosse chute. Puis ceux-là, on parle de 87%. Les prairies canadiennes, là, on dit qu'ils ont perdu 300 millions d'oiseaux depuis 1970. Fait que c'est près de 2 oiseaux sur 3. Pour revenir sinon aux insectivores aériens, c'est eux qui ont diminué plus que tout autre groupe d'oiseaux. Puis ça, c'est dû à l'intensification de l'agriculture,
les déclins des populations d'insectes, les changements climatiques, tant chez nous qu'ailleurs dans le monde, mais ça, je vais probablement avoir l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard là, pendant le panel. Bien, merci beaucoup. C'est une bonne explication qui donnait un bon portrait. J'ai aimé quand même que tu dises qu'avec les efforts qu'ils ont mis dans les milieux humides, ça a quand même eu des belles répercussions. Fait qu'on on dit qu'on pourrait peut-être mettre des efforts sur les autres milieux, puis on pourrait peut-être espérer. Euh, Ensuite, ma prochaine question, c'était pour Jean-Philippe. C'est pour savoir, les oiseaux migrateurs, eux, ben, je pense que Maxime l'a un peu répondu aussi. Est-ce qu'ils font face à des défis plus spécifiques? Puis c'est quoi les capacités aussi d'adaptation qui sont mises en place par ces oiseaux-là, comme par leur modification d'habitude ou est-ce que, par exemple, ils changent de trajet migratoire ou qu'est-ce qui peut être mis en place chez les oiseaux une fois qu'ils ont un défi devant eux? Bon, ben, j'aimerais vous dire que les oiseaux migrateurs, ça va bien, que c'est facile pour eux la vie, mais on est un peu dans les mauvaises nouvelles là, en ce moment. Euh, en fait, les oiseaux migrateurs font face à de multiples défis. Euh, puis, peut-être un peu pour faire le lien avec ce que Maxime et Gaétan viennent de mentionner. Euh, les déclins se comptent principalement en nombre d'individus. Les espèces sont toujours là, toujours présentes, mais en moins grand nombre. Euh, puis, je vais faire le parallèle avec les haltes migratoires. Dans votre secteur, vous connaissez bien le Cap Tourmente, qui est un endroit merveilleux. Puis, il y a encore beaucoup d'oiseaux qui font halte au Cap Tourmente pour poursuivre leur route lors des migrations. Mais il y a 30, 40, 50 ans, il y avait comme des secteurs alternatifs ou d'autres endroits qu'on ne visitait pas nécessairement, mais qui pouvaient justement accueillir ces oiseaux-là qui étaient en transition vers d'autres lieux de nidification. Puis je pense que c'est ça qui se passe principalement. C'est comme si les sites qui sont des haltes migratoires restent toujours disponibles parce que souvent ce sont des sites protégés, des lieux avec une certaine protection. Mais tous les autres sites périphériques, ils sont en grand changement, que ce soit par les pratiques agricoles, que ce soit par l'étalement urbain. Et de plus en plus, là, on va installer des tours de télécommunications. Puis tout ça, c'est des obstacles pour les oiseaux qui sont en migration. Donc, un oiseau qui va partir, par exemple, qui vient nicher ici au printemps, j'aime dire que c'est des oiseaux tropicaux qui viennent passer l'été ici. Donc, leur départ est quelque part en Amérique du Sud, en Amérique centrale. Pour certains, ils doivent traverser le golfe du Mexique, pour d'autres, l'océan. Certains vont remonter le long du Mexique à travers les quelques haltes migratoires qu'ils vont être capables de trouver ou quelques petits spots de nature qu'ils vont pouvoir trouver le long de leur route. Puis à travers ça, ben, évidemment, ils font face, comme je disais, au gros building, à à- à la probabilité de rencontrer des grandes villes très illuminées qui vont un peu dérouter leur système de navigation parce que des étoiles, c'est dans le ciel, c'est pas sur la Terre. Fait que c'est difficile pour un oiseau de comprendre c'est quoi ces lumières-là. Souvent, ils vont être attirés vers ces lumières-là, vers les villes, vont s'empêtrer dans le dédale des édifices. Euh, Puis il y a aussi toutes sortes de trucs comme les tours de télécommunication. On parle beaucoup des éoliennes, mais les tours de télécommunication, c'est comme une grosse structure. Puis rassurez-vous, les oiseaux les voient, là, les lumières qui flashent sur la tour, mais les haubans, les espèces de gros câbles en métal qui attachent, qui tiennent cette tour-là, deviennent des obstacles pratiquement invisibles. Donc, les grands oiseaux qui sont en déplacement vont carrément rentrer dans les fils, puis souvent entrer en collision. Donc, les collisions, c'est un truc qui est vraiment important chez les oiseaux. Et la nouvelle affaire, si ça, c'était pas assez, ben, c'est les changements climatiques. Puis les changements climatiques, ben, c'est principalement au niveau des températures, c'est pas la durée du jour, la photopériode qui change, parce que ça a rapport avec l'axe de rotation de la Terre, mais c'est vraiment qu'il fait plus clément, plus chaud, plus tôt. Si vous suivez, par exemple, les floraisons des cerisiers à Washington, ben, vous savez que les cerisiers fleurissent de plus en plus tôt. Et donc, si les fleurs sortent plus tôt au printemps, ben,
tous les insectes qui étaient en dormance qui vont émerger aussi plus tôt. Ce qui fait que les oiseaux qui sont synchronisés avec plutôt la photopériode pour leur départ migratoire arrivent ici au printemps et sont désynchronisés par rapport à l'abondance ou par rapport au pic de nourriture qu'ils pourraient avoir besoin, soit pour eux-mêmes ou pour nourrir leurs petits. C'est vraiment ça qui est le défi, je dirais, moderne. Et ça affecte principalement les migrateurs de longue distance parce que ceux qui sont à courte distance, je vais prendre par exemple la sauvagine, les canards, vont pas aller très loin. Ils vont aller plutôt aux États-Unis, là, disons, dans un État où il n'y a pas de gel. Tu sais, le lac gèle pas, fait qu'ils peuvent rester tout près. Et aussitôt que le froid se retire vers le nord, ben, ils vont revenir eux-mêmes très près de leur territoire de nidification. Donc, de plus en plus, on voit les arrivées hâtives de sauvagines. Par contre, les oiseaux de longue distance, les oiseaux forestiers, les parulines, par exemple, les bruins, ben, ont réussi un petit peu à s'ajuster à ça, mais pas encore suffisamment, ce qui fait que les changements climatiques sont plus rapides que la capacité d'adaptation des oiseaux face à ces changements-là. C'est vraiment ça qui est le nerf de la guerre, si on veut. On ne sait pas sur quel sens ça va aller. Est-ce que les oiseaux vont comprendre qu'est-ce qui se passe? Ça m'étonnerait. Ils vont continuer de faire leur routine habituelle, si on veut. Et ce sera seulement les quelques chanceux qui vont finir par survivre. Puis c'est la nature de la vie. Hein. C'est ceux qui sont le mieux adaptés qui vont finir par se reproduire et survivre. Donc, on risque de voir des changements apparaître, mais je pense qu'on n'est pas devin pour être en mesure de dire dans quel sens ça pourrait aller. On espère pour le mieux, mais ce que j'entends aussi des autres panélistes depuis le début, c'est que malgré qu'il y a des côtés positifs, on parlait du pigargue à tête blanche, ben, ça a pris quand même 30, 40, 50 ans d'efforts avant de dire, ah oui, c'est quand même un oiseau qu'on est capable d'observer aujourd'hui. Donc, ce qu'on vit présentement va nécessiter des efforts colossaux pour que dans 30, 40, 50 ans, ben, on ait encore des oiseaux. Voilà. Et merci beaucoup, c'était intéressant. Ça répond quand même un peu à ma prochaine question, mais je me demandais justement, Maxime, les principaux changements des territoires et des milieux dans ce cas-là, on peut quand même dire que la principale cause, c'est les humains, de ce que j'en comprends, mais est-ce il y a d'autres causes qui sont liées à ça? Tu peux nous en dire un petit peu sur ce sujet-là? Oui, absolument. Oui, je vais essayer de pas trop répéter encore une fois ce que Jean-Philippe vient de mentionner. Non, Mais en fait, Maxime, tu peux en rajouter si tu veux, là. oui, je vais en rajouter. Je peux parler j'ai quelques statistiques pour vous encore un petit peu décourageantes, mais en gros, l'humain joue un rôle très, très important dans le déclin des oiseaux, là. Puis c'est un déclin qui est intimement lié, si on parle de territoire, là, beaucoup à l'expansion puis à l'intensification de l'agriculture. Ça touche 73% là, des espèces d'oiseaux menacées dans le monde. Puis sinon, ben, il y a aussi l'exploitation puis la gestion non durable de nos forêts. On perd chaque année dans le monde 7 millions d'hectares de forêt, ce qui a un impact sur la moitié des espèces d'oiseaux menacées aussi. Sinon, ben, ouais, comme Jean-Philippe l'a mentionné, ben, les changements climatiques, ça touche 34% des espèces menacées à travers le monde, mais au Canada, à cause de l'Arctique et des oiseaux qui nichent très au nord où les changements sont plus grands, au pôle de la planète, on dit que c'est 2 oiseaux sur 3 qui sont touchés par les changements climatiques, puis ça va juste s'intensifier ça aussi, là. Ben, la perte d'habitat en général, c'est vraiment le phénomène qui a affecté le plus grand nombre d'espèces d'oiseaux depuis les dernières décennies. Puis ça inclut aussi là, la dégradation de l'habitat, leur fragmentation aussi. La dégradation là, qui est due au dérangement par les humains, ben, va priver les espèces de leur environnement.
Puis la fragmentation va aussi les rendre inutilisables. Là, quand on parle de fragmentation, on parle vraiment de l'isolation de petites parties d'habitat qui conviennent plus à certaines espèces qui ont besoin de plus grands espaces, là, comme c'est un grand problème pour les oiseaux de prairie. Comme je l'ai mentionné tantôt, puis que Dariane a mentionné à nouveau, sur une note plus positive, les canards puis les oiseaux des milieux humides ont quand même profité beaucoup là, de ce qui se fait en conservation des milieux humides. Fait qu'il peut y avoir quand même des résultats positifs d'un bon aménagement du territoire. Il faut continuer de conserver, d'améliorer, de restaurer les milieux humides pour compenser justement les pertes qui sont causées par l'agriculture intensive puis le développement urbain aussi qu'on a mentionné un peu. Euh, Ça nous touche un petit peu moins au Québec, mais on doit protéger les quelques prairies qui nous restent euh, contre l'établissement de cultures intensives agricoles. Puis on doit aussi restaurer les prairies indigènes là, pour fournir de l'habitat aux oiseaux, puis augmenter aussi le stockage de carbone. Euh, les oiseaux de rivage sont victimes de la perte des haltes migratoires, des sites d'hivernage, mais en protégeant puis en restaurant là, les terres puis les eaux sensibles pour les oiseaux, puis en gérant nos paysages exploités de façon plus durable, on peut avoir une incidence là, très positive sur les populations d'oiseaux. C'est quand même possible. Parfait, mais merci beaucoup. Ça rassure aussi de savoir qu'on peut mettre des choses en place de ce côté-là. Puis aussi, ça amène à ma prochaine question pour Monsieur Guétan. Est-ce qu'il y a des astuces qu'on peut faire plus individuellement pour une meilleure cohabitation avec les oiseaux, que ce soit pour offrir des ressources chez soi, soit de l'eau, de la nourriture ou même un habitat, on parlait de nichoir? Ou encore les bonnes pratiques en ornithologie à respecter pour pas trop perturber les oiseaux, puis de s'assurer de faire des bonnes pratiques aussi pour, c'est ça, pas trop perturber. Oui, ben, je dirais qu'en commençant, le meilleur service qu'on pourrait rendre aux oiseaux, ce serait de respecter le plus possible leurs habitats, l'intégrité de leurs habitats. Par exemple, ne pas empiéter sur les milieux humides, c'est une grande question, évidemment. De garder un champ friche, de ne pas déboiser inutilement sa terre. Bien sûr, un habitat qui est affecté, ben, on peut le restaurer. Tu sais, on peut créer un habitat semblable à un autre endroit quand il y a un habitat qui a été éliminé à cause de l'urbanisation ou d'autres raisons. Mais ce n'est jamais l'idéal. Moi, je pense que le plus possible, restreindre l'urbanisation, l'optimiser, optimiser l'espace qu'on occupe en tant qu'humain va permettre de conserver encore plus d'habitats. C'est autant d'habitats conservés pour originaux, conservés pour les oiseaux. Moi, quand je vais en campagne, là, ce que j'aime voir, moi, c'est une belle ferme ancienne avec un beau tas de fumier à côté, une grange ouverte qui laisse rentrer les hirondelles ce qu'on appelait avant les hirondelles des granges. Maintenant, c'est les hirondelles rustiques. Et puis aussi des champs qui sont des beaux champs de foin, bon, pas trop cultivés, récoltés en juillet, au lieu d'être récoltés en juin quand la nidification du golu passe son plein, entre autres des choses comme ça. Et puis avec bordé par des clôtures avec des beaux poteaux de cèdre qui permet aux oiseaux champêtres de pouvoir se percher. Moi, ce genre de ferme-là, moi j'aime ça plutôt que des fermes avec des champs de maïs à perte de vue, sans aucune clôture, où les terres ont été rassemblées et puis où est-ce que finalement ils servent finalement au carouge en automne pour se nourrir, aux étourneaux, c'est bon pour eux, mais finalement pour les oiseaux champêtres, c'est un petit peu moins bon. Pour ce qui est des quartiers résidentiels, moi, ce que j'aime voir, c'est des beaux aménagements avec un équilibre entre des conifères puis des feuillus. Puis comme disait Jean-Philippe, avoir des beaux sorbiers, des arbres fruitiers, c'est toujours gagnant. Moi, j'aime beaucoup le mélèze. C'est un arbre que j'aime beaucoup. Euh, Ça attire les oiseaux. Ils aiment les petits cônes. Et puis les bouleaux aussi. Les bouleaux, j'aime beaucoup les bouleaux.
Ça attire les oiseaux fringillidés qui se nourrissent des fruits, des bouleaux. Ensuite, pour ce qui est des mangeoires, ben, évidemment, le tournesol noir, il est gagnant. Pas le tournesol strié. Le tournesol strié, il aime beaucoup moins ça. Le tournesol noir, ça, c'est gagnant. Euh, Évidemment, un bloc de suif. Ça, c'est bloc de suif, tournesol, chardon, puis un point d'eau, préférablement chauffé l'hiver. Avec ça, c'est bingo. Euh, Puis après ça, ben là, on voulait partir des bonnes pratiques en ornithologie. Eh ben, Maxime pourrait peut-être en parler un peu plus, mais il y a un code d'éthique qui a été élaboré par Québécoiseau, qui est disponible facilement sur leur site et qui dit entre autres, bon, ben, entre autres, ne pas déranger les nids, ne pas briser une branche devant un nid pour pouvoir prendre une meilleure photo. Ça, ne jamais faire ça. Ne pas pénétrer sur les terrains privés, demander la permission, toujours demander la permission au propriétaire. Ne pas, une chose qu'on voit des fois en vidéo sur YouTube, c'est qu'il y en a qui apportent des oiseaux, surtout des hiboux, pour les attirer, pour prendre de meilleures photos. Ne jamais faire ça. Euh, Préférablement, moi, j'utilise jamais d'enregistrement sonore sur le terrain, mais le moins possible, surtout quand il y a beaucoup de monde sur le terrain. Ça peut porter à confusion, puis c'est un petit peu agaçant. Puis quand on est en groupe, c'est de parler à voix basse. C'est de ne pas faire trop tôt de psh, psh. Mais ça, quand on est tout seul, des fois, ça c'est une autre question. Respecter les autres observateurs et puis faire le moins de bruit possible. Alors, c'est un peu ça dans le code d'éthique, mais si vous voulez le consulter, comme je disais tantôt, le site de Québec Oiseau a plein d'informations là-dessus. Alors, c'est ça. Parfait, merci. Je sais pas si Maxime, tu avais quelque chose à rajouter là-dessus ou ça a été très bien dit aussi. Ouais, c'était très bon, là. Ben, un petit scoop là, en exclusivité comme ça entre nous, là, on travaille sur une version 2.0 du code d'éthique pour l'observation d'oiseaux. Jean-Philippe prend des notes. Parfait, ça, on va savoir en primeur, c'est intéressant. On va pouvoir aller le consulter, mais merci beaucoup. Ma prochaine question est pour Jean-Philippe. Lorsque j'écoutais le balado que vous avez animé, Migration d'oiseaux, j'ai appris que les oiseaux utilisent des repères pour reprendre le même site année après année. Puis l'objectif de la migration, c'était de réunir les meilleures conditions pour assurer la descendance et donc la survie de l'espèce. Donc, je me demandais comment on peut créer un site efficace pour les oiseaux migrateurs, dont les hirondelles bicolores, un peu avec notre projet, pour qu'on puisse les aider à assurer leur descendance. Oui, alors ben, ce que je disais dans le merveilleux balado Migration d'oiseaux que vous trouverez sur espacepourlavie.ca, euh, en fait, c'est que les oiseaux sont très fidèles à leur site de nidification, beaucoup plus qu'on le pense, principalement s'ils ont eu un succès positif l'année précédente. Donc, une espèce ou un individu va avoir tendance à retourner au même endroit pour nicher s'il a eu un bon succès l'an dernier. Donc, l'idéal pour ça, ben, c'est de ne pas trop changer l'environnement. Un peu comme Gaétan disait, c'est pas le temps de couper des arbres juste parce que ça fait des feuilles puis c'est mal commode à l'automne de ramasser les feuilles. Moins qu'on va faire des changements brusques dans l'environnement, en fait, l'environnement que l'on contrôle, c'est-à-dire notre cours, notre terrain, mais plus qu'on a de chances d'avoir une récurrence, donc c'est d'avoir ces espèces qui vont revenir année après année. Offrir de la stabilité, c'est principal, c'est le secret. Euh, En plus de ça, ben, on peut favoriser la nature, on peut l'aider dans certains cas à aller plus rapidement ou à proposer des opportunités aux oiseaux qui auraient besoin. Tu faisais allusion, entre autres, à un nichoir à hirondelles. Ben, créer un nichoir, en fait, c'est de construire de toutes pièces une cavité parce que certaines espèces vont choisir des cavités, on les appelle les cavicoles, pour se reproduire, pour nicher, faire leur nid.
Par contre, il faut savoir que ce ne sont pas tous les oiseaux qui utilisent des cavités. Dans le fond, il y en a très peu. Puis on est chanceux parce que les oiseaux qui utilisent les cavités aiment bien venir près des habitations. Donc, c'est relativement simple de faire un nichoir, soit pour les hirondelles, les mésanges, les citelles, pour en nommer quelques-uns, qui vont permettre aussi de les observer de près. Puis je dirais, non seulement c'est important de créer un environnement, mais c'est aussi important de les observer et de partager cette passion parce que ça va permettre à d'autres personnes aussi d'être soucieux de ça. Si je fais juste travailler dans ma cour, mon petit terrain à moi, c'est bien, mais si j'arrive à convaincre tous mes voisins, ben là, on a un espace beaucoup plus grand qui est intéressant. Donc, puis c'est ça, en fait, ce que je veux dire, c'est que même si je mets un nichoir chez moi, sur mon terrain, ben, ça n'empêche pas que le terrain du voisin, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre pourrait aussi accueillir d'autres espèces qui parfois est en correspondance avec une ou l'autre, mais on ne peut pas avoir tous les oiseaux chez soi. Donc, chez soi, c'est des oiseaux qui vont passer pour soit venir s'alimenter. Puis c'est un peu le message que j'aimerais dire. C'est beau héberger des oiseaux, donc avoir la cabane, puis avoir l'oiseau qui niche chez soi, mais cet oiseau-là ne viendra pas s'il n'y a rien à manger. Donc, ça prend de la bouffe. Puis de la bouffe à oiseaux, c'est pas juste des graines dans une mangeoire, c'est des arbres à fruits, c'est des plantes qui vont porter des graines aussi. C'est avoir une source d'eau fiable. Gaétan parlait d'avoir un abreuvoir pour les oiseaux, une source d'eau, tout simplement, ne serait-ce que pour se baigner, boire de l'eau, mais s'assurer que l'eau est renouvelée, que l'eau est fraîche. Plein de petits trucs comme ça qui vont créer l'environnement. Donc, je ne cesserai de dire que c'est important de créer des environnements qui sont luxuriants, de créer des environnements qui ont des perchoirs aussi. C'est aussi niaiseux que de garder un arbre mort. Si vous avez un terrain qui est ne serait-ce que légèrement forestier, avoir un arbre mort va permettre justement au bois d'être plus facile à percer pour un pic, puis il va lui-même créer sa cavité. Donc ça, c'est à ne pas négliger. Puis, je ne veux surtout pas oublier de parler des arbres ou des essences indigènes quand on va cultiver autour de la maison. On peut avoir un potager, ça c'est pour nous, mais tous les autres arbres qu'on plante, que ce soit des arbres à graines ou à fruits, essayez de choisir des essences qui sont indigènes. Habituellement, sont plus résistantes, ont une rusticité élevée face aux maladies, face au climat, par exemple. Et ce sont les espèces pour lesquelles les oiseaux viennent chez nous. Donc, c'est beau avoir des fleurs d'ornement près de la maison, mais ne pas négliger toutes les autres essences qui sont indigènes et qui sont essentielles pour nos oiseaux. Voilà. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Euh, Finalement, Action Transition, on souhaite mettre en place plusieurs initiatives, comme on en a parlé, dont ce panel ce soir pour commencer, notre assemblage pour les nichoirs. Mais je me demandais quelle autre initiative collective ou encore individuelle on peut poser pour pallier les changements contraintes aux oiseaux. Jean-Philippe, vous en avez mentionné beaucoup. Mais je voulais savoir aussi les initiatives aux côtés qui sont mises en place chez Québécoiseau, qui a eu un impact positif au monde aviaire et comment on peut participer à ces actions-là et participer à vos prochaines activités. Oui, merci. Ben oui, Jean-Philippe en a mentionné beaucoup, là, mais je peux commencer en vous parlant de quelques actions simples que vous pouvez poser pour protéger les oiseaux. C'est sûr que c'est des actions simples, puis comme Jean-Philippe le mentionnait, c'est mieux. On peut avoir un impact beaucoup plus grand en convainquant les gens autour de nous de faire la même chose, mais vous pouvez premièrement rendre vos fenêtres plus sécuritaires, là. On estime qu'il y a environ 16 à 42 millions d'oiseaux chaque année au Canada qui décèdent à la suite d'une collision avec une fenêtre. Vous pouvez garder vos chats à l'intérieur. Ça, c'est entre 100 et 350 millions d'oiseaux qui meurent chaque année au Canada euh,
à cause des chats, là, directement de la prédation. C'est une bonne manière aussi d'augmenter l'espérance de vie de vos amis chats félins. Sinon, vous pouvez réduire la pelouse, puis, comme Jean-Philippe le mentionnait, là, planter les espèces indigènes. Ça pourrait avoir un énorme potentiel là, pour soutenir les oiseaux. Vous pouvez éviter les pesticides qui sont toxiques pour les oiseaux, qui leur nuisent directement, qui créent un déclin chez les populations d'insectes également, là, en pensant peut-être à acheter des aliments biologiques. Vous pouvez boire du café qui est cultivé à l'ombre. La culture du café est connue pour détruire des forêts qui sont nécessaires aux oiseaux pour s'alimenter et s'abriter. Vous pouvez éviter les plastiques à usage unique parce que ça pollue nos océans puis ça nuit à la faune, beaucoup de faune en fait, comme les oiseaux de mer. Puis sinon, ben, vous pouvez aussi observer les oiseaux puis partager ce que vous voyez. On a besoin de yeux sur le terrain, puis je profite justement de ça pour vous parler un petit peu plus de Québécoiseau, puis de qu'est-ce qu'on fait nous. On a deux missions principales. C'est le développement là, des loisirs ornithologiques, puis la protection des oiseaux puis de leurs habitats. En fait, QO compte parmi ses membres là, 32 clubs d'ornithologie, dont le COQ, dont Gaëtan fait partie, qui offrent dans chacune là, de leur région des excursions guidées, des conférences, d'informations générales sur les oiseaux aussi de leur région. Si vous devenez membre d'un club, ben, vous allez directement là, à la rencontre de gens qui sont passionnés, puis vous pouvez le voir ce soir, puis à la découverte aussi là, des oiseaux qui se trouvent dans votre coin. Québec Oiseau a un magazine dans lequel il y a souvent là, des chroniques sur comment aménager sa cour, des chroniques sur les sites d'observation aussi. Euh, sur notre site web, d'ailleurs, là, il y a une bonne section sur l'ornithologie à la maison, puis l'ornithologie comme loisir. Puis on a aussi une zone jeunesse pour découvrir l'ornithologie. Il y a des activités pour les jeunes, puis il y a aussi des ressources pour les éducateurs. Sinon, ben, Québec Oiseau, dans sa deuxième mission, ben, contribue là, vraiment à la réalisation de projets en conservation des oiseaux puis de leurs habitats directement. On a participé à la réalisation de l'Atlas des oiseaux nicheurs du Québec. On est responsable, comme je le mentionnais tantôt, je suis responsable du portail québécois D-Bird, la plateforme de sciences participatives. On a développé un programme de suivi des populations d'oiseaux en péril du Québec qu'on appelle SOS Pop. Ça va guider toutes les interventions puis les programmes de gestion puis de rétablissement des populations d'oiseaux en péril au Québec. On est responsable aussi d'un projet de sciences participatives du suivi du plongeon huard. Puis pour faire un tour rapide là, des projets qu'on fait présentement, en plus d'avoir travaillé sur le garrot d'Islande, la parule azurée, le faucon pèlerin, les bouts des marais, la grive de Bicknell, le bruant sauterelle, le petit blongeon, j'en oublie peut-être, là, mais en ce moment, on a des projets sur l'hirondelle de rivage. Moi, je suis responsable d'un projet là, où je protège l'habitat naturel de nidification de rivage, mais on a aussi un projet où on veut protéger l'habitat en milieu anthropique parce que l'oiseau fait des colonies dans les talus des sablières, fait qu'on fait de la sensibilisation auprès des gestionnaires de sablières là, pour protéger les rondelles. Sinon, on travaille aussi là, activement à la protection des oiseaux champêtres, en ce moment particulièrement. On collabore avec des producteurs agricoles pour qu'il y ait une meilleure cohabitation là, entre les pratiques agricoles et les oiseaux qui dépendent des champs. On a un projet, ben, plusieurs projets de protection des oiseaux aussi dans les friches, par exemple, sur la Paruline à Île de Ré et d'autres projets connexes. Puis sinon, ben, fait que je vous invite en fait à aller voir sur le site de Québec Oiseau. C'est quand même bien organisé. On parle beaucoup de toutes nos actions de conservation qu'on fait. On a une belle section sur comment protéger les oiseaux. On parle aussi de toutes les manières dont n'importe qui peut faire de la conservation des oiseaux, comment observer aussi les oiseaux chez soi. Euh, mais je voudrais juste terminer là, avant de laisser la parole en disant qu'en ce moment, Québec Oiseau à un encan. C'est l'encan 2024 de Québec Oiseau qui a débuté depuis le 20 janvier. Tous les bénéfices, tous les profits de l'encan cette année
sont dédiés à des projets qui visent à atténuer les menaces en milieu anthropique. Fait qu'on parle, comme je disais tantôt, de la collision avec les fenêtres, la prédation par les chats, la pollution lumineuse, puis la perte d'habitat. Fait que si vous voulez, vous avez jusqu'à demain pour faire des mises sur le site web directement de Québec Oiseau. Puis on a justement là, un webinaire à 20 heures demain où il y a 3 courtes conférences sur le sujet. Génial, merci. J'invite tout le monde à y participer. Ça va être intéressant. Je voulais savoir aussi, Jean-Philippe, de votre côté au Biodôme, vous faites aussi plusieurs initiatives pour en apprendre plus sur la biodiversité en général, puis les oiseaux aussi. Pouvez-vous nous en parler davantage, puis comment qu'on puisse suivre ça un peu à distance ou en présence aussi? Mais oui, en fait, l'idéal, c'est bien sûr de vivre nos institutions à Espace pour la vie. Donc, je vous invite à venir visiter soit le biodôme, le planétarium, l'insectarium, le jardin botanique. Mais sinon, à distance, ben, c'est via le site web, évidemment. On a une infolettre, donc vous pouvez vous inscrire à l'infolettre et recevoir régulièrement les mises à jour. Mais sinon, le site Internet est tellement gros, là, ça n'a pas de bon sens, la quantité d'informations qu'il y a là-dessus. Il y a des onglets, entre autres, pour se documenter. Vous pourrez aller là pour voir, soit entendre des balados, aller lire des blogs. On a une foule d'experts qui travaillent dans nos institutions scientifiques qui régulièrement vont faire des textes qui vont être publiés sur le blog. Donc, c'est difficile de vous orienter vers un ou vers l'autre, mais il y a un engin de recherche qui vous permet de faire justement des recherches par thème, par mots-clés. Je vous invite aussi à sélectionner un blogueur que vous aimez particulièrement. Il va revenir, va vous en faire plusieurs. Euh, c'est une bonne façon de se tenir au courant. Puis aussi, ben, puisque j'ai parlé un peu de jardinage, de planter des végétaux indigènes, on a le programme Mon Jardin qui va bientôt être lancé pour une 11e année. Euh, c'est un peu un programme de certification qui aide les gens à faire des bons choix dans leurs activités de jardinage à la maison, souvent pour un potager, pour attirer la faune, les insectes, les oiseaux. Donc, il y a une foule de trucs là-dedans. Puis, en participant, vous pouvez aussi faire partie d'une communauté, donc donner vos trucs, puis afficher aussi vos belles réussites. Donc, il y a beaucoup de choses. C'est via le site Internet, espacepourlavie.ca, que vous allez trouver ça. Mais allez voir précisément dans les onglets de se documenter et s'impliquer. Vous allez avoir plein de petites choses qui vont être possibles. Puis, ben, venez faire un tour à Montréal aussi. Parfait. Puis écoutez le balado Migration d'oiseaux aussi. Je le recommande beaucoup. Excellent. Merci. Merci, Dariane. Puis finalement, je voulais savoir aussi, le COG, vu que c'est un organisme local auquel tout le monde ici peut se joindre directement. Gaétan, pouvez-vous nous informer des initiatives et activités qui arrivent bientôt, puis comment on peut participer aussi directement? Oui, finalement, je vous invite à vous inscrire au COP, c'est facile. Il y a un site internet, coq.qc.ca, et puis c'est très facile de s'inscrire. Bon an, mal an, il y a 700 membres qui sont inscrits au club. Le COP est le plus vieux club francophone en Amérique du Nord. On va fêter notre 70e anniversaire l'année prochaine. Et puis, on couvre un grand territoire de Saint-Anne-de-la-Pérade jusqu'à Baie-Sainte-Catherine, sur la rive nord, de Lotbinière, jusqu'à la région de Kamouraska, sur la rive sud. Alors, c'est très grand. Alors, là, plusieurs activités sont offertes aux membres, les excursions, Cap-Tourmente, Marais de Provencher, base de plein air de Sainte-Foy, domaine de Mézeray, Marais du Nord. Les excursions sont guidées par de très bons guides. Des conférences ouvertes au public qui parlent de voyages ornithologiques, les oiseaux mangeoires, le matériel, jumelles, lunettes d'approche. Maxime en a glissé un mot aussi sur les activités des clubs. On a aussi des cours d'ornithologie, tant pour les débutants que pour les plus avancés. On fait aussi des recensements d'oiseaux. On a aussi des activités sociales, 5 à 7, des soupers, suivant les occasions. Et aussi, nous publions un journal périodique 4 fois par année, le bulletin ornithologique,
Pour ma part, je suis responsable des observations saisonnières ornithologiques. Grâce à la contribution des membres et des observateurs de partout et qui nous fournissent des données pour qu'on puisse faire notre chronique. Aussi, nous avons, bon, comme je disais tantôt, un site Internet. Qu'est-ce que tu fais? Oui, c'est correct? J'ai entendu parler, c'est pour ça. Oui, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui a accroché Ah, son OK, micro. ça marche. Vous pouvez continuer. C'est ça. Notre site, évidemment, décrit nos activités en cours et il est mis à jour, évidemment, très régulièrement. Il y a un calendrier d'activités. Alors, dans le calendrier d'activités, on peut suivre les activités du club. Alors, c'est ça en gros. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un énorme merci à vous trois. C'était très généreux de votre temps de répondre à mes questions. Je vais passer maintenant la parole aux participants, ceux qui auraient des questions. Je crois que j'en ai vu une ou deux dans le chat déjà. Mais si vous avez une question, vous pouvez, avec le petit icône réaction, lever la main, puis on peut vous donner le droit pour pas que tout le monde parle en même temps un peu. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions pour nos panélistes. On peut peut-être commencer par celle du chat, vu qu'ils sont arrivés en Oui, premier. Est-ce que oui, ça te convient? Oui, j'avais pas été voir Oui, encore. ben en fait, je peux te les lire si tu OK. veux. Il y a Robert Morin qui a demandé Bonjour, avez-vous entendu parler du site web Fleurs au bec de Québec Oiseau? Maxime pourrait peut-être en glisser un mot. Oui. Euh, j'ai très peu entendu parler de Fleurs au bec. C'est une nouvelle addition, en fait, un petit. Je pense, en fait, c'est un travail de très longue haleine là, de justement Robert Morin qui est présent ici ce soir. Euh, Fleurs au bec, c'est Robert qui a compilé pendant au-dessus de 30 ans des données sur les oiseaux, puis de quoi est-ce qu'ils s'alimentent, si je ne me trompe pas. Euh, Fait qu'il a travaillé avec André Desrochers pour produire un site web super facile d'utilisation où on peut se renseigner sur quelles espèces en fait de plantes profitent à quelles espèces d'oiseaux ou en fait vice-versa. Je pense qu'on peut sélectionner toutes les espèces d'oiseaux, puis ça va nous dire quelles espèces de plantes dont ils se nourrissent. Puis à l'inverse, ben, on peut voir quelle espèce de plante profite à quelle espèce d'oiseau. Fait que c'est un travail colossal de compilation de données qui va être très, très bientôt. Je ne sais pas si est accessible à tous pour le moment, mais éventuellement, très bientôt, Québécoiseau, je pense, va en faire la promotion. Euh, mais il faut justement que j'en parle avec Monsieur Morin là, prochainement. Merci. On avait une autre question je pense que c'est un diminutif. Bonsoir, le rétablissement des sauvagines, c'est surtout parce que c'est une ressource, non, point d'interrogation. Je ne sais pas si c'était dirigé à un panéliste ou à un autre, c'est quelqu'un qui veut prendre la balle au bon. Mais je sais pas, moi j'en ai parlé un petit peu tantôt, mais peut-être Jean-Philippe, veux-tu rajouter quelque chose par rapport à ça? Ben, en fait, peut-être ça fait allusion au fait que ben, les groupes de chasseurs, entre autres, en l'occurrence Canard Illimité, a beaucoup investi dans rétablir les milieux humides. Justement, ça a profité à la sauvagine énormément. Par contre, la sauvagine, c'est pas juste pour les chasseurs. Ça remplit aussi des rôles écologiques, ne serait-ce que simplement de s'alimenter, soit des végétaux, des larves d'insectes dans les milieux humides, justement. Puis aussi, ben, faut pas négliger le petit caneton, c'est de la bouffe pour plein d'autres animaux. Le canard adulte aussi, il va nourrir plein d'autres oiseaux de proie, plein d'autres prédateurs. Donc, c'est un peu, je fais le lien avec ce que je disais au début, ça fait partie de tout. On a besoin des canards pour nourrir les autres et ça fait partie de la chaîne, tout simplement. Fait que oui, c'est une ressource, mais c'est une ressource pour la faune aussi. Merci. On a eu une question aussi sur le plongeon huard, mais c'était
assez large. Fait que j'ai demandé à Mme Desrosiers si elle pouvait peut-être préciser un petit peu. Puis sinon, on a une question, peut-être en attendant, euh, de Monique Saint-Pierre qui dit qu'elle habite en fait, près de la rivière Jacques-Cartier à Tewksbury, donc près du Stoneham. Elle demandait, elle dit qu'elle voit de très beaux oiseaux de mangeoires ici. Par contre, en mai, les quiscales arrivent et ils font fuir tous les autres pour longtemps. Avez-vous des suggestions pour conserver, pardon, les beaux oiseaux de mangeoires? Ben, je peux peut-être un petit peu répondre à la question. Euh, pour moi, tous les oiseaux aux mangeoires sont intéressants. Ça, pour moi, un piscal, c'est très beau, ça a des couleurs iridescentes. Quand on voit ça de près, c'est c'est magnifique. C'est un oiseau que je trouve très beau. Euh, c'est évident que certains oiseaux sont plus picassiettes que d'autres. Ça, je le comprends très bien. Et puis, l'idée de les mangeoires sont très voraces et ça revole partout. Mais moi, je n'ai pas vraiment de trucs à donner sur la façon de sélectionner les oiseaux aux mangeoires. C'est sûr qu'il y en a beaucoup qui voudraient avoir juste des beaux cardinaux, des, des oiseaux colorés ou des oiseaux mignons ou des petits oiseaux. D'autres aiment moins les gros oiseaux. D'autres voudraient même ne pas avoir de jeu parce qu'ils les trouvent trop grands, mais c'est un très bel oiseau aussi. Alors, c'est difficile de faire comme une discrimination euh, à travers les oiseaux. Donc, j'ai pas vraiment de trucs à donner. Sinon, d'avoir des mangeoires qui sont adaptés à des petits oiseaux avec des petites ouvertures, des mangeoires à balançoire aussi, qui permettent seulement avec des oiseaux légers de pouvoir s'alimenter. Il y a toutes sortes de trucs qu'on peut trouver sur Internet, dans YouTube, qui permettent d'avoir. Bon, ces trucs-là, je ne les connais pas tous. Je ne suis pas un grand spécialiste des mangeoires, mais c'est à peu près ce que je pourrais dire là-dessus. D'accord. Merci. On a des mains qui se sont levées aussi entre-temps. Joanne Desrosiers, je crois qu'elle a été la première à lever la main. En fait, je voulais compléter un peu là, ma question par rapport au plongeon huard. Moi, je suis résidente de Saint-Donat, donc dans la Naudière. Naturellement, ici, il y a beaucoup de lacs, donc on voit arriver avec une grande joie les huards chaque année. Je remarque, en tout cas, je trouve qu'on voit pas beaucoup de bébés huards. On parlait tantôt de la pigalle. Je sais qu'on en a, puis c'est vrai que les bébés huards doivent être très bons à manger, j'imagine. Je sais pas trop. C'est peut-être ça la solution, l'explication des bébés. Fait que je voulais voir, tantôt on en a parlé, on en a glissé un mot, qu'il y avait quelque chose qui se faisait sur le plongeon huard. Fait que c'est un peu ça ma question. Qu'en est-il par rapport au plongeon huard? Ouais, je peux peut-être répondre parce que j'ai parlé ben, très rapidement là, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est l'inventaire canadien des plongeons UR. Cette initiative, ça a été développé par Oiseau Canada, puis maintenant, c'est mené en partenariat avec Québec Oiseau. Euh, c'est un programme de sciences participatives où on vise à recueillir des informations pour la conservation de l'espèce. En fait, on veut évaluer des tendances justement pour le plongeon, puis les profils de productivité, justement, savoir s'il y a de plus en plus de jeunes, s'il y a de moins en moins de jeunes. On veut essayer de déterminer là, les facteurs qui influent sur la productivité du UR. On veut voir aussi si on ne peut pas contribuer là, à la préservation des huards sur les lacs. Puis on veut, par le biais de l'inventaire du huard, sensibiliser le public par rapport à son léger déclin, en fait. Euh, L'inventaire, vous pouvez participer en tant que citoyen là, à l'inventaire. En fait, c'est un nouveau partenariat qu'on a avec Oiseau Canada parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens au Québec qui y participaient. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de lacs qui se libèrent où il y a un potentiel, puis c'est même nécessaire de faire des inventaires pour qu'on recueille un petit peu plus d'informations. Euh,
Cela étant dit, j'ai pas tous les détails par rapport à la participation, mais je sais que sur notre site web, c'est possible de s'inscrire au programme, de voir si les lacs est disponible, s'il y a déjà un suivi qui est effectué sur le lac. Des fois, je pense qu'il peut avoir, si un lac est assez gros, il peut avoir des suivis à plusieurs endroits sur le lac. Je sais pas pour Saint-Donat, si c'est un gros lac, où est-ce que vous résidez, là, où est-ce que vous avez mais c'est ça, c'est possible de se renseigner là, sur le site de Québec Oiseau, de vous inscrire directement au programme, puis de voir s'il y a de la place ou si quelqu'un fait déjà le suivi là, actif du plongeon. Hmm. Merci. Merci. Alors, on peut peut-être continuer avec les mains levées. Il y a ADR-UP qui avait levé la main aussi. Ah, oui, Oui, parfait. oui, vous m'entendez? Oui, ok. Non, je voulais juste préciser ma question. Tout à l'heure, j'ai demandé pour la sauvagine. En fait, c'était un peu une façon de demander que la sauvagine avait été protégée parce que c'était une ressource et que l'intérêt derrière, c'était la- la- l'intérêt commercial, fait que forcément, ça a été euh, protégé en avance il y a déjà une trentaine d'années, voire même peut-être plus, je n'ai pas les chiffres en tête là, mais comment on fait pour protéger les oiseaux qui ne sont pas une ressource? C'était un peu voilà, pour mettre en avant, puis je pensais que oui, bon, les politiques, c'est sûr que c'est différent, mais souvent les citoyens, dans d'autres circonstances, font appel à leurs députés, par exemple ou à d'autres choses comme ça. Voilà, c'était juste une façon de remettre en contexte la protection des sauvagines. C'est sûr, c'est un résultat positif, mais il y avait une raison derrière, je pense, qui est importante, c'est une question importante à se poser. Et en passant, rapidement, c'est ce qui est la fin de mon explication de ma question. Puis en passant, je fais un renvoi avec le coq, dont vous parliez tout à l'heure. En fait, moi, je travaille au parc La Jacques-Cartier. Je suis technicien au parc La Jacques-Cartier. Et si vous êtes membre du COQ, je dis ça comme ça, vous avez accès au parc gratuitement euh, en donnant en échange des observations des oiseaux à l'année longue. Donc, c'est une bonne façon d'avoir accès à des territoires qui sont un peu plus protégés que les autres. Voilà. C'était juste. Oui, justement, pour répondre à ça, nous sommes parfaitement au courant et nous sommes très contents du partenariat qu'on a avec, euh, par exemple, le Parc des Grands Jardins. On a une entente avec eux, comme disait la personne, pour ceux qui veulent aller au Parc des Grands Jardins, peuvent faire une liste d'oiseaux et puis rentrer gratuitement au parc. C'est une entente. Alors, on est très content de ça, effectivement, puis on le publicise aussi à nos membres. Voilà. D'accord. Merci. Je ne sais pas s'il y a un autre des panélistes qui voulait ajouter quelque chose à ce sujet, peut-être plus pour la première portion de l'intervention. Ben oui, en fait, je veux remercier là, pour la précision, comme quoi la sauvagine, c'est une ressource. Évidemment, le dindon sauvage aussi est une ressource, puis il a connu un essor fulgurant dans les dernières années, au même titre. Donc, comment on fait pour protéger les autres oiseaux? Ben, on fait de la sensibilisation au grand public. C'est de la participation citoyenne parce que, évidemment, euh, il n'y a pas un avantage financier à protéger toutes les parulines, les bruants, les mésanges, les citelles. Mais c'est collectivement encore, ça fait partie de l'écosystème global. Puis on vit dans cet écosystème-là, fait que c'est de la sensibilisation, je crois, qui est de mise dans ce cas-ci. Parfait. Merci. Je passerai à Robert Morin qui avait levé sa main aussi. Bonjour. Jean-Philippe, on ne s'est pas connus. Moi, j'ai un parallèle avec toi. J'ai travaillé 22 ans au Jardin zoologique du Québec. J'ai fait de l'éducation là pendant 16 ans. Et quand je vous parlais du site Fleur au bec, tantôt, Jean-Philippe parlait que le jardin, il fallait l'améliorer, il fallait convaincre les autres.
C'est ce que je fais depuis 30 ans. Je donne des conférences, entre autres sur les jardins d'oiseaux. Pour moi, un jardin d'oiseaux, la terre est un jardin d'oiseaux, il faut en prendre soin, mais on peut faire des actions chez soi. Le site Fleur au bec que j'ai conçu avec André Desrochers, c'est justement de répondre à une question. C'est quoi manger aux oiseaux? Jean-Philippe nous parlait de l'importance de l'oiseau qui mange une graine et qui la rejette plus loin, qui replante un arbre. Moi, c'est ce que je fais depuis 30 ans. J'ai fait un petit jardin dans une cour de 100 par 60 pieds quand je suis arrivé ici, dans ma région, au Lac-Saint-Charles. Il y avait 7 espèces d'oiseaux que je ne courais pas tout à fait. Moineaux, étourneaux, pigeons. Vous comprenez que quand le goéland se présentait un peu au-dessus de la maison, je me posais des questions. Maintenant, j'ai planté des arbres, des arbustes en répondant à une question. Qu'est-ce que l'oiseau mange? Fleur au bec, c'est ça le site. C'est qu'on vous donne un grand nombre d'espèces d'oiseaux avec des espèces indigènes ou exotiques. On n'écarte pas un ou l'autre pour l'instant. On a besoin de toute l'information disponible. Ça fait 30 ans que je la collecte, puis on veut la partager au monde pour qu'ils ne cherchent pas autant que moi pendant 30 ans c'est quoi que l'hirondelle va manger. Entre autres, notre hirondelle, Diane, tu parlais que vous faisiez des nichoirs. L'hirondelle, elle mange aussi des fruits. Il n'y a pas grand monde qui savent ça. Et durant ses migrations, elle va manger l'Amérique baumier. Ben, qu'est-ce que va manger le merle bleu? Qu'est-ce que va manger le moqueur-chat, le moqueur polyglotte? Ça, on en parle dans les visites guidées que le coq fait, je suis membre du coq. Je retourne sur la mort du jardin géologique pour naître du Félix, qui est le parc des Moulins. Il a changé de nom, mais on fait des visites guidées là. Et quand on fait des visites, moi, j'axe ça sur la nourriture que l'oiseau qu'on va voir. Et c'est très important de populariser ça. Le site va être disponible bientôt sur Québec Oiseau. Il est hébergé par Québec Oiseau. Il n'y a pas beaucoup de ressources au Canada qui sont disponibles. Moi, j'ai puisé sur Internet. J'ai puisé dans les livres, les revues. Et la belle surprise qu'on avait il y a 20 ans, c'est la mésange mange des graines. Quelles graines? Ou le chardon est mangé par les oiseaux. Quel oiseau? Là, on fait des liens directs. Fait que je vous suggère, quand le lien va être disponible, d'aller le voir. Je donne aussi des conférences dans la région. Je vais aller bientôt à Shannon. Je m'en vais à Cap-Saint-Ignace. On va parler des jardins d'oiseaux. Ça fait 30 ans que je fais de la conférence sur ça, puis j'en apprends encore. Les gens m'amènent leurs anecdotes, m'amènent leurs exemples, et je peux noter. Juste vous donner un exemple. On parlait, Jean-Philippe, d'espèces indigènes. La morelle de sa mère, c'est une liane sauvage du Québec. Et ce matin, dans l'espace de 5 minutes, j'avais des jaseurs boréales qui étaient là, qui ont succédé à des jaseurs d'Amérique. L'an passé, j'avais 3 espèces dans cette même liane-là avec le cardinal rouge. Donc, c'est tous ces exemples-là qu'il faut propager, il faut rendre ça disponible. Ce n'est pas une question de faire des sous, c'est une question qu'on s'éduque entre nous autres, qu'on donne l'information aux gens comme tel. Merci. Merci beaucoup. Je me permettrais de poser une question aussi, parce que dans le cadre d'un événement qui va être à venir à Stoneham, en tout cas, c'est possible qu'on rencontre des propriétaires de terres forestières. Il y en a quand même dans le secteur ici, puis comme dans plusieurs autres secteurs au Québec. Je me demandais s'il y en a, par exemple, des gens qui ont des terres dans des territoires forestiers, puis qui auraient justement une sensibilité à prendre action par rapport à la biodiversité. Est-ce qu'il y a des ressources? Je ne sais pas si vous, directement, dans vos organisations, si vous pouvez les guider ou s'il existe d'autres ressources qui peuvent accompagner des gens comme ça qui ont, d'une part, oui, des visées financières, là, de rentabiliser leur territoire, mais des fois, en sachant, en connaissant mieux les besoins des espèces, tout ça, qui peuvent quand même essayer de mixer les deux, l'aspect de rentabilité, mais aussi l'aspect de protéger le territoire puis la biodiversité que ces milieux-là peuvent abriter, en fait. Ouais, Québécoiseau, c'est super intéressant, là. Québécoiseau, c'est le fun que vous fassiez ça aussi. Québécoiseau a développé
plusieurs outils d'intendance qu'on appelle là, pour accompagner les propriétaires de terres comme ça à protéger ou à mieux connaître et protéger finalement le territoire dont ils sont propriétaires. Euh, Cela étant dit, on a développé des outils beaucoup pour certaines espèces en particulier. Donc, tantôt, je parlais par exemple de l'hirondelle de rivage. On a développé des outils pour accompagner les propriétaires euh, de terrains qui jouxtent des colonies d'hirondelles de rivage à amener à les protéger. Par contre, ouais, Québec Oiseau n'a pas de documents tout faits, tu sais, pour les propriétaires de terrain pour protéger toutes les espèces d'oiseaux. C'est vraiment particulier à... On cible certains propriétaires souvent là, qui ont des espèces en péril sur leur terrain, puis on leur donne les outils nécessaires pour qu'ils puissent protéger cette espèce-là en particulier. Fait que c'est surtout ça. Euh, je pense il y a plusieurs organismes qui font ça, là, qui font de l'intendance, de la sensibilisation, de l'éducation. Il y a probablement de ces outils-là qui existent, mais en tant que tel, les Québécois oiseaux, on s'intéresse surtout aux espèces d'oiseaux en péril. Fait que, c'est ça. Si je peux ajouter un petit quelque chose, la pointe de Saint-Vallier euh, il y a un terrain là qui a un programme d'intendance. Je ne sais pas si ça pourrait servir d'exemple. Et puis, si je ne m'abuse, là, peut-être que Maxime pourrait me corriger là-dessus, c'est que le CNC, Conservation de la Nature Canada, fait ce genre de projet-là. Je sais qu'il y a un organisme fédéral là, de ce genre-là qui fait ça. Alors, ça peut être un élément de piste, peut-être. Merci. Ok, Jean-Philippe qui a levé la main également. Oui, on dirait que ça fait réagir. En fait, j'ai comme un scoop. Québec Oiseau et Espace pour la vie, en l'occurrence le Biodôme, on est sur le point d'entamer une discussion, un travail à tout le moins, justement pour revoir un de nos programmes que nous avions qui s'appelait Mon Jardin, mais qui s'appelle toujours Mon Jardin, mais on souhaite le revamper. Puis c'est un peu, tu sais, j'allais dire, on essaie de constituer l'espèce d'encyclopédie des bonnes pratiques pour aider les gens justement à aider la biodiversité chez eux, que ce soit un balcon en ville, que ce soit une banlieue ou un terrain à la campagne. Les orientations sont différentes, mais les gens cherchent ces ressources-là. Puis en fait, on est embryonnaire à ce stade-ci, mais on a vraiment envie de mettre à profit toutes ces connaissances-là, justement, dans une espèce d'ouvrage qui se veut les bonnes pratiques. Voilà, fait que ça s'en vient pas pour cet été, mais probablement pour 2025. Merci. Il y a une question qui attendait depuis un petit moment. Expl- Expliquer la possibilité de participer aux observations de Colibri Québec. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Euh, Pas à moi. Ça me dit rien, malheureusement. OK. Non, je ne connais pas ça. OK. Il y avait Lisette Gagnon qui disait, serait-il possible d'installer des panneaux d'information aux endroits où des oiseaux rares se trouvent durant l'hiver afin d'éviter les attroupements de paparazzis qui les stressent? C'est plus une suggestion qu'une question. Quelque chose auquel on réfléchit un petit peu au club. Parce qu'il y a de plus en plus, disons, problèmes, il y a de plus en plus d'affluence, disons, pour aller voir des oiseaux rares. Et puis, évidemment, nous, dans le site, dans le code d'éthique, bon, dans ce genre de code d'éthique, dans le site, on a des recommandations comme quoi de ne pas déranger, pas rentrer sur les terrains privés. Mais il y a aussi, il a pensé à certains endroits, comme au domaine de Mézeray, où il y a des boues très, très souvent, de mettre un panneau d'avertissement, un peu comme les panneaux d'avertissement pour ne pas nourrir les canards. Alors ici, il ne pas déranger les hiboux et les chouettes.
on y a pensé, mais comment appliquer, si ça se fait ailleurs, je pense que oui, mais comment l'appliquer comme il faut, ça, il faut faut faire ça de la bonne façon. Ça. Ok. Merci. Ben, il y a une question qui est pour Monsieur Morin, justement, puis je vois qu'il a la main levée. Lisette Gagnon qui demandait où peut-on trouver les informations sur vos sorties, puis peut-être je sais pas ce que tu en disais, Doriane, je sais pas si tu voulais qu'on étende plus longtemps ou si on termine avec cette question-là. Ben, je propose qu'on peut terminer comme avec cette question-là. Puis si les gens n'ont pas répondu, tout, ils peuvent quand même nous écrire, puis on pourra recontacter les panélistes concernés en cas de besoin. Donc, Monsieur Morin, je vous laisserai Oui. répondre à la question. Puis, je sais pas si vous voulez ajouter autre chose. La question était par rapport à où trouver l'information sur vos sorties. Bon, vous m'entendez? Je vérifie. Oui. Bon, c'est que pour les sorties guidées, le Club des ornithologues de Québec a sur sa page les activités. Il y a un calendrier et vous trouvez dans le calendrier les dates de sortie dans la région de Québec ou ailleurs, sur le territoire du Coq. Moi, je fais le parc des Moulins, d'autres vont faire la sortie à Saint-Vallier. Il y en a une qui est très intéressante dans ce secteur-là, c'est la route des Harfans, toujours en respectant les codes d'éthique pour les hiboux, les chouettes et les autres. C'est toujours intéressant. C'est ouvert autant au grand public qu'aux membres selon les dates de sortie comme telles. Je voulais aussi dire un mot à ce que Jean-Philippe disait tantôt pour les options gagnantes pour les jardins. Moi, ça fait 17 ans que je suis membre comme jardin de la Fédération canadienne de la faune. Et ce qui est pas un secret, mais ce que le monde ne pense pas, c'est l'importance de l'eau pour les oiseaux. Moi, j'ai une toute petite cascade qui a à peu près 1,5 mètre de long. Et en 7 ans, je suis rendu à ma 9e espèce de paruline en ville. Je suis en banlieue. Et moi, c'est toujours un plaisir quand je vois les parulines arriver se baigner. C'est des observations que je n'ai pas l'occasion de voir dans la nature. Puis ici, ils ne courent pas la nourriture, ils courent vraiment l'eau. C'est une petite note que je voulais rajouter. Merci beaucoup. Parfait, ben merci beaucoup à tout le monde. Ça va être tout pour ce soir. Merci à chacun d'avoir participé. Maintenant qu'on en connaît plus sur le sujet, on va pouvoir mieux se mobiliser individuellement dans nos jardins, mais aussi collectivement avec les prochaines activités de chacune de nos organisations, tout le monde ensemble. On a appris que collectivement, on allait plus loin. Donc, comme on l'a annoncé dans le panel, on va organiser d'autres activités d'assemblage de nichoirs le 7 mars. Si vous voulez vous inscrire puis découvrir les autres activités, vous pouvez visiter notre site web au actiontransition.ca, nous suivre sur Facebook et s'abonner à l'infolette aussi pour ne rien manquer. Puis ceux qui aimeraient soutenir aussi le travail d'Action Transition, vous pouvez devenir membre de notre organisme directement sur le site web aussi. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire, puis on pourra essayer de répondre du mieux qu'on peut. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle fin de soirée. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci, Dariane. Merci Merci. beaucoup. Bonjour, Maxime. Bonjour, Jean-Philippe. Bonjour, tout le monde. Salut. Merci. Bonne fin de soirée. Bye.